Bienvenue à cette deuxième vidéo dans la série sur la famille non traditionnelle, où nous nous posons la question: quel est le meilleur genre de famille pour l'enfant, ou y a-t-il des types de familles qui sont particulièrement problématiques pour le développement de l'enfant? Dans la première vidéo, nous avons parlé de la famille monoparentale. Nous avons vu que, bien que ça peut être relié à certains problèmes, ce n'est pas nécessairement dû au fait qu'on n'ait qu'un seul parent, par exemple une seule mère. Et nous avons vu aussi la famille homoparentale, pour laquelle il ne semble vraiment pas y avoir de problème réellement pour le développement de l'enfant. Dans le cadre de cette deuxième vidéo, nous allons parler de l'effet du divorce, donc des familles divorcées ou séparées. Penchons-nous maintenant sur l'effet du divorce sur le développement des enfants. Dans les années 2000, la célèbre publication américaine Time Magazine a publié un numéro spécial sur le divorce, dans lequel elle présenta les travaux de Madame Judith Wallerstein, psychologue. Madame Wallerstein avait fait une étude à long terme sur à peu près 25 ans auprès d'enfants de familles divorcées et avait des conclusions assez négatives et dramatiques par rapport au divorce et à l'impact sur le développement des enfants. Pour comprendre un peu mieux les travaux de Madame Wallerstein, penchons-nous un peu sur sa méthodologie. La méthode utilisée par Mme Wallerstein afin d'effectuer son étude s'appelle l'étude de cas. Dans l'étude de cas, on se concentre sur un petit groupe d'individus que l'on observe à long terme sur plusieurs années. Par exemple, on peut faire des entrevues à chaque quelques années avec ces gens-là pour voir comment ils se développent au fil du temps, sur plusieurs années. Et c'est précisément ce que Mme Wallerstein a fait avec des enfants d'à peu près 60 familles nouvellement divorcées. Donc, dès le début du divorce, elle a commencé à interviewer ces enfants-là et plusieurs fois au cours de leur vie, jusqu'à temps que les enfants deviennent, dans le fond, des jeunes adultes. Elle a donc observé, interviewé, en fait, ces enfants-là avec des entrevues cliniques sur environ 20 ans. Donc, des entrevues cliniques, ce qui suggère donc que Mme Wallerstein, comme elle était formée à titre de psychothérapeute, faisait donc une entrevue, une session avec ces gens-là à chaque quelques années pour voir comment allait leur vie, comment allaient différents aspects de leur vie avec les autres, de leur travail, etc., etc. Et une des grandes conclusions, selon Wallerstein, de cette étude, c'était que, justement, les enfants des familles nouvellement divorcées, donc qu'elle a observées, au fil du temps, devenaient des adultes qui avaient des difficultés à maintenir des relations intimes. Par exemple, 40% de ces gens qu'elle interviewait devenaient des adultes qui ne se mariaient pas, devenaient non mariés. Comparativement, selon Mme Wallerstein, à seulement 9% des gens qui ne proviennent pas de familles divorcées. Alors, Mme Wallerstein a donc conclu que le divorce avait un impact très important sur le développement à long terme des enfants, puisque, justement, chez l'échantillon qu'elle avait suivi pendant 20 ans, elle a remarqué donc qu'à peu près 40% de cet échantillon-là ne se mariait jamais, dans le fond. Donc, cette idée donc, que le divorce, l'impact du divorce n'est pas seulement pendant l'enfance, mais peut s'étendre tout au long de la vie et ruiner même les relations intimes d'une personne au fil du temps. Mais la question est la suivante. Est-ce que cette méthode est valide? A-t-elle des problèmes? Et comment pourrions-nous l'analyser? En d'autres mots, les résultats, les conclusions de Mme Wallerstein sont-elles pertinentes? Est-ce qu'elles reflètent vraiment la vérité de ce que le divorce fait aux enfants? Il n'y a aucun doute que Mme Wallerstein est une grande personnage de la psychologie
Faire une étude sur 20 ans, c'est quand même assez impressionnant, très impressionnant en fait. Mais qu'en est-il de la validité des résultats? Afin de bien analyser les résultats de Mme Wallerstein, j'aimerais vous ramener un peu en arrière, si on veut, à la dernière session et revenir sur le concept du biais de confirmation. Vous souvenez-vous de ce qu'est le biais de confirmation, en sciences et en psychologie plus particulièrement? Le biais de confirmation fait référence au fait que même en tant que scientifique et en tant que chercheur, même si nous voulons être très très neutres et très rationnels, nous sommes des êtres humains et nous avons toujours des croyances de ce qui devrait arriver, des désirs de ce que nous aimerions voir, des attentes par rapport à qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui est probable et qu'est-ce qui est peu probable. Et ces attentes, ces croyances, ces désirs ne sont pas nécessairement conscients ou conscientes à chaque moment, chaque minute. Elles peuvent très bien guider nos actions de façon inconsciente. Alors, les scientifiques, comme Madame, par exemple, Wallerstein, ont toujours des attentes, des croyances, des désirs, et ne sont jamais parfaitement neutres. Et ces attentes, ces croyances, ces désirs sont particulièrement problématiques pour la raison suivante. C'est que nous avons naturellement tendance à accorder plus d'importance aux preuves qui confirment nos attentes, ou nos croyances, ou nos désirs, et à ignorer ou à accorder moins d'importance à celles qui vont contre nos attentes, nos croyances ou nos désirs. Et cette tendance-là est inconsciente, involontaire et automatique. En d'autres mots, les êtres humains voient toujours ce qu'ils veulent bien voir et ignorent très souvent ce qui va contre leur croyance ou ce qui va contre leur attente, par exemple. Et si vous vous souvenez de la dernière session, j'avais un peu fait l'argument qu'on pouvait réduire tout l'ensemble de la science, de la méthode scientifique à, si on veut, une chose qui est un paquet d'outils ou de principes ou de techniques pour éviter le biais de confirmation. Ce qui veut dire un paquet d'outils, de techniques, de stratégies pour éviter de se tromper soi-même en accordant trop d'importance à ce qu'on pense qui va arriver et en ignorant des choses très importantes, des informations très importantes, simplement parce qu'ils ne concordent pas avec ce qu'on voudrait voir ou ce qu'on penserait voir, etc., etc. C'est le biais de confirmation. Et lorsque vous analysez la méthode scientifique de quelqu'un, fondamentalement, ce que vous analysez, c'est les techniques que cette personne-là a utilisées dans sa méthodologie, dans sa méthode, afin d'essayer de se protéger contre son propre biais de confirmation, ce qui veut dire contre sa tendance à toujours vouloir porter trop d'importance à ce qui confirme ses attentes et peu assez d'importance à ce qui infirme ou ce qui ne confirme pas ses attentes. Alors, commençons à analyser la méthode de Mme Wallerstein en parlant de l'échantillonnage. L'échantillonnage est très important. L'échantillonnage, ça fait référence à certaines questions comme combien de monde vont faire partie de l'étude, qui vont être ces gens-là et comment on va les sélectionner. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à l'échantillonnage, c'est que lorsqu'on fait une étude en psychologie, on a comme objectif que les résultats qu'on va trouver puissent s'appliquer à pas mal n'importe qui. On veut trouver des choses sur les êtres humains en général, sur le développement de l'enfant en général. Donc, les résultats qu'on veut obtenir, on espère que ce sont des résultats qui peuvent s'appliquer à n'importe quel enfant dans le monde. Et donc, c'est très important de réfléchir aux gens qu'on va inclure dans notre étude. Si on en a trop peu, bien, par exemple 15 ou 30 personnes seulement dans notre étude, bien, on risque
que ces 30 personnes-là ne représentent pas du tout l'ensemble de la population, l'ensemble des enfants, par exemple, et que les conclusions qu'on va tirer avec ces 30 personnes-là sont nullement représentatives des gens en général. Mais d'une autre manière aussi, et je l'ai dit un petit peu dans ce que je viens de dire, on veut s'assurer que les gens qu'on va sélectionner représentent pas mal tous les types de gens différents qu'on trouve dans la population en général. Alors, on veut que notre échantillon soit assez diversifié pour qu'il représente les gens en général. Et regardons donc ce que Mme Wallerstein a fait, comment elle a procédé à ce niveau-là. Elle a interviewé 60 familles divorcées. Ce que ça veut dire, en gros, là, au bout de ces 20 ans de recherche, il restait 95 participants. Donc, réellement, son échantillon était 95 participants qui ont fait l'étude là, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que 95 participants, c'est assez pour tirer des conclusions sur l'ensemble des enfants et leur développement en général? Pas certain. Généralement, en fait, 95, c'est un chiffre assez petit. Ce n'est même pas 100 personnes. Il est fort possible que ces 95 personnes-là avaient des choses particulières à propos d'eux ou d'elles qui les rendaient très différentes de beaucoup d'autres gens dans la population et donc que les résultats ne pouvaient pas s'appliquer. Mais en défense de Mme Wallerstein, lorsqu'on fait une étude à long terme comme elle l'a fait sur 20 ans, ce qui est assez exceptionnel, je dois admettre, je n'essaie pas de dire que Mme Wallerstein était une 2 de pique, là. Sérieusement, c'est très impressionnant, une étude sur 20 ans. Très difficile. Et c'est vraiment du travail à long terme. C'est difficile d'avoir beaucoup de monde lorsqu'on fait des recherches comme ça. Donc, en défense de Mme Wallerstein, ça aurait été presque impossible d'avoir, disons, 300 participants que l'on voyait là sur 20 ans. Ce genre d'études-là demande un effort massif avec plusieurs chercheurs, une collaboration très complexe de gens qui travaillent dans différentes régions à différents moments. C'est trop compliqué. Alors, Mme Wallerstein, c'est normal qu'elle ait quand même un petit échantillon, là, parce qu'elle a quand même vu ces gens-là à long terme. Et c'est un peu, si on veut, la limite de la méthode que Mme Wallerstein a utilisée, qui est justement l'étude de cas, parce que dans l'étude de cas, on a très peu de gens. Et l'étude de cas ne nous permet donc pas vraiment de dire des choses qui sont généralisables à l'ensemble des gens. Et justement, Mme Wallerstein a peut-être fait un peu une erreur en pensant que ces résultats étaient justement généralisables à l'ensemble de la population. Mais bon, continuons. Le problème, ce n'est pas nécessairement la petite taille d'échantillon, bien que ça en soit un problème, mais c'est peut-être pas le pire des problèmes de la méthode de Mme Wallerstein. En fait, c'était d'où venaient ces personnes-là. Je vous ai dit qu'on veut un échantillon qui est représentatif de la population en général. Il y a différents types de gens dans la population américaine, par exemple. Il y a des gens qui viennent de différents États, il y a des gens de différentes races, il y a des gens de différents statuts socio-économiques, différentes classes, qui sont nés à différents moments, etc., etc. Et donc, on veut que notre échantillon représente pas mal tous ces différences-là. Mais Mme Wallerstein avait un échantillon qui était constitué uniquement de Californiens de race blanche, de classe moyenne, et dont le divorce a eu lieu en 1971. Pas avant, pas après, pas des personnes d'origine afro-américaine, mexicaine, asiatique, pas des personnes plutôt pauvres, des personnes plutôt riches, pas des gens de Floride, des gens du Wyoming, des gens de l'État de New York, juste des Californiens blancs de classe moyenne qui ont été divorcés, dont les parents se sont divorcés en 1971. Ces enfants-là, de ces couples-là, ont été suivis par Mme Wallerstein. Donc, au niveau de l'échantillon, c'est pas un bon départ pour généraliser vraiment à l'ensemble de la population. Autant au niveau de la taille de l'échantillon, bien que l'étude de cas limite un peu ça,
mais surtout au niveau de la représentativité de l'échantillon. Bon, alors passons à la prochaine chose à propos de la méthodologie de Mme Wallerstein. Quel genre de mesures a-t-elle utilisé? Lorsqu'on fait une étude en psychologie, on prend un échantillon et on observe quelque chose, ou on leur fait quelque chose, ou on leur pose des questions, et les résultats qu'on obtient, les résultats de ces mesures-là, ce qu'on a mesuré, ce qu'on a observé, on espère pouvoir justement le conclure à propos des gens en général. Mais l'important, c'est que ces mesures-là qu'on prend soient objectives. Et c'est vraiment ici beaucoup où rentre en compte le biais de confirmation. On ne veut pas que ces mesures-là soient biaisées par nos propres interprétations ou la façon dont on les utilise. Et je vous ai dit qu'inconsciemment, les gens ont toujours tendance à porter plus d'importance à ce qu'ils confirment ou à ce qu'ils trouvent intéressant, et porter moins d'importance à ce qu'ils trouvent moins intéressant ou ce qui ne confirme pas leurs attentes, par exemple. C'est le biais de confirmation. Alors, on veut s'assurer, lorsqu'on pose des questions aux gens, lorsqu'on va chercher de l'information, lorsqu'on mesure des choses, que c'est objectif, que c'est libre de toutes nos propres interprétations personnelles. Comment est-ce que Mme Wallerstein a fonctionné? Bien, elle a fait des entrevues cliniques, majoritairement par elle-même, à titre de psychothérapeute, avec donc ses enfants de familles divorcées sur une vingtaine d'années. Des entrevues cliniques, donc, où elle pose des questions par rapport à différentes sphères de la vie de ces gens-là. Les gens répondent et elle, dépendant des réponses que les gens donnent, choisit de poser d'autres questions pour creuser un peu plus loin certaines questions ou certains thèmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez-vous le problème à ce niveau-ci? C'est que il n'y a aucune manière ici que Mme Wallerstein s'est mis, aucune barrière, aucune protection qu'elle s'est mis contre son propre biais de confirmation. Les gens répondaient à ces questions et lorsqu'elle voyait qu'il y avait quelque chose là, elle continuait à creuser dans une certaine direction ces questions, alors que si elle voyait qu'il y avait, que c'était, disons, qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin pour certains autres types de questions, elle passait à d'autres choses. Mais c'est les propres interprétations de Mme Wallerstein. Et Mme Wallerstein, dès le départ de l'étude, se doutait que probablement le divorce avait un impact négatif sur les enfants, et on le sait parce qu'elle a dit ça plus tard en entrevue, qu'elle savait très bien qu'au départ, oui, ça aurait des conséquences négatives sur les enfants. Donc elle rentrait dans l'étude avec ça en tête, il va y avoir des impacts négatifs. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elle faisait dans ses entrevues? Ben, elle cherchait des impacts négatifs. Eh bien, c'est sûr qu'elle va en trouver si elle pose des questions. Tout le monde a des bobos lorsqu'on cherche assez longtemps. Et lorsque quelqu'un n'en montre pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pose une autre question, jusqu'à temps qu'on en trouve un, ou qu'on trouve quelque chose qui peut être interprété comme un problème, et là, on repose des questions. Et en plus, Mme Wallerstein amenait toutes ces données-là, et les interprétait elle-même, les compilait elle-même. Donc, elle avait les deux pieds dans le biais de confirmation, en fait, là. Elle n'avait aucun moyen, aucune mesure qu'elle avait pris pour éviter de se tromper par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Bien, entre autres, elle aurait pu ne pas faire les entrevues elle-même, mais plutôt engager un autre psychothérapeute pour faire les entrevues, et ce psychothérapeute-là aurait été complètement, un mot qu'on utilise en psychologie et en médecine aussi, aveugle aux hypothèses. Aveugle aux hypothèses, ça veut dire qu'il ne connaissait pas, et même aveugle au but de l'étude. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le but de l'étude. Il ne saurait pas que c'était une étude sur le divorce, sur l'impact du divorce des enfants. Il ne saurait pas que les enfants sont des enfants divorcés. Donc, les questions qu'il aurait posées auraient été des questions très différentes de celles de Mme Wallerstein, et ça aurait pu amener des résultats fort différents aussi. Une autre méthode, ça aurait été de filmer les entretiens que Mme Wallerstein a eus avec les participants, et par la suite montrer ces entrevues-là filmées à 3 ou 4 personnes qui agiraient un peu à titre de juge pour essayer de tirer des conclusions de cette entrevue-là.
Et là, si on trouve que les trois juges tirent la même conclusion, ben peut-être que c'est quelque chose de valide, mais si chacun des juges tire une conclusion différente, eh bien, on ne peut pas vraiment faire confiance à l'entrevue, si on veut. C'est trop ambigu. Mais, donc, il y aurait eu ces moyens-là, peut-être, que Mme Wallerstein aurait pu utiliser. Mais évidemment, elle ne l'a pas fait. Donc, au niveau du billet de confirmation, ici, c'est un flop assez monumental, mais en même temps, c'est un bel exemple, disons, de l'importance des méthodes de recherche en psychologie et de l'importance de s'assurer qu'on ne va pas tomber dans son propre biais de confirmation, qu'on ne veut pas biaiser les réponses, aller chercher finalement ce qu'on pensait et plutôt négliger ce qu'on pensait qu'il n'allait pas arriver. Alors malgré ces problèmes, si on continue et on regarde la conclusion, en fait une des conclusions de Mme Wallerstein, c'était que son échantillon de 95 enfants qui avaient grandi, qui étaient devenus des adultes, il y en avait seulement 40% d'eux qui... en fait, il y en avait 40% qui n'étaient pas mariés. Et Mme Wallerstein, donc, se demandait si c'était beaucoup, parce qu'elle se doutait que potentiellement, c'était le divorce des parents qui avait fait en sorte que ces enfants-là, lorsqu'ils avaient grandi, ils étaient incapables de se marier. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher 90 autres personnes dont les parents n'avaient pas été divorcés et elle a calculé quel pourcentage de ces gens-là étaient non mariés. Et elle a trouvé que, alors que 40% des gens qui avaient participé à son étude, là, qui étaient des enfants de divorcés, étaient éventuellement devenus des gens non mariés, seulement 9% de l'autre groupe, dont les parents, eux, étaient restés mariés, ces gens-là étaient devenus des adultes qui n'étaient pas mariés. Donc, Mme Wallerstein a conclu que il y avait beaucoup plus de chances de ne pas se marier si l'on venait d'une famille qui était divorcée lorsqu'on était enfant. Ce qui lui a permis un peu de conclure que peut-être que le divorce amenait des difficultés plus tard à maintenir des relations intimes. Mais pour vous montrer l'importance justement d'avoir un bon échantillon, lorsqu'on regarde les chiffres de recensement, alors un recensement, c'est lorsque le gouvernement pose des questions, dans le fond, à toute sa population, à toute la population du pays, dans le fond, des milliers de personnes sur plein de choses. Et on a des données sur le nombre de personnes non mariées, le nombre de personnes dont les parents se sont divorcés, etc., etc. Et on a les données pour la même période où Mme Wallerstein a fait son étude. Et les chiffres sont très, très différents. Alors, regardez ça. Alors, voilà. Ce que je vous avais dit, donc, c'est que Mme Wallerstein a trouvé que chez ces enfants qui étaient des enfants de parents divorcés et qui ont grandi plus tard, il y en avait 40% qui étaient non mariés. Mais qu'est-ce que le recensement du gouvernement américain avait comme chiffre en plein au même moment où Mme Wallerstein a fait son étude? Parce que avec le recensement, on peut déterminer combien de personnes dont les parents étaient divorcés se sont mariés et c'est 24%. Donc, Mme Wallerstein, dans son étude, probablement avec son échantillon petit et peu représentatif, a surestimé le nombre de personnes qui venaient de familles divorcées et qui eux-mêmes ne se mariaient pas. Elle l'a presque doublé. Elle l'a surestimé presque par 2 fois. Donc, on voit l'importance d'obtenir un bon échantillon si on veut faire de la recherche qui fait du bon sens, dans le fond. Et elle avait aussi trouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, que lorsqu'elle comparait ces chiffres-là avec des gens dont les parents n'avaient pas été divorcés, elle trouvait que si vos parents n'étaient pas divorcés, vous alliez grandir et devenir des gens dont seulement 9% ne se mariaient pas. Mais lorsqu'on regarde les chiffres du recensement pour cette même période-là, parce que c'est possible de le faire, on a plutôt des chiffres comme ceux-ci, 35%. Donc, ici, Mme Wallerstein
a sous-estimé grandement, plus que 3 fois, et presque 4 fois en fait, euh, la, la, la proportion de personnes dont les parents n'étaient pas divorcés qui eux-mêmes ne se mariaient pas. Alors dans un cas, elle a surestimé et dans l'autre cas, elle a sous-estimé. On voit vraiment la différence ici est probablement causée par le fait qu'elle avait un échantillon qui était si petit et si peu représentatif, seulement des Californiens, seulement des personnes de classe sociale moyenne et aussi des personnes uniquement caucasiennes. Alors ça démontre, je pense, l'importance, lorsqu'on fait de la recherche, de faire les choses, de bien prendre le temps de faire les choses, parce que sinon, on va tout barbouiller les chiffres, tout va être biaisé, et finalement, la recherche ne veut pas dire grand-chose. Mais imaginons que l'échantillon de Mme Wallerstein était parfait. Assez large, assez représentatif, imaginons ça, et qu'elle aurait trouvé les mêmes chiffres qu'elle a trouvés. Donc, que lorsque un enfant vient d'une famille dont les parents se sont divorcés, plus tard, lorsqu'il grandit, 40% de ces enfants-là ne se marieront pas, alors que si les enfants viennent de familles dont les parents sont non divorcés, plus tard, lorsqu'ils grandissent, il y a seulement 9% qui ne se marient pas. Si elle avait trouvé ces mêmes chiffres-là, mais avec un échantillon, disons, parfait, ça aurait été rudement plus intéressant. Mais même là, ça ne nous aurait pas dit grand-chose. Ça nous aurait mentionné que dans le fond, il y a quelque chose à propos, il y a quelque chose à propos des enfants qui ont vécu le divorce de leurs parents qui fait en sorte que ces enfants-là ont peut-être moins le goût de se marier, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Il y aurait un paquet d'explications alternatives que Mme Wallerstein aurait dû tester, aurait dû contrôler, aurait dû essayer d'éliminer pour ne pas tomber dans son propre biais de confirmation. Une de celles qu'elle aurait pu inclure, ça aurait été en fait d'inclure des gens dans son étude qui ont perdu un parent pendant leur enfance, comme donc le divorce, mais pour des raisons autres que le divorce. Par exemple, inclure des enfants qui ont perdu un parent par décès. Et là, regardez, lorsque ces gens-là grandissent, combien ou quel pourcentage de ces gens ne se marient pas. Si elle avait trouvé qu'il y avait autant de ces gens-là qui ne se mariaient pas que les gens qui étaient des enfants de parents divorcés, on ne pourrait plus vraiment conclure que c'est à cause du divorce que les enfants plus tard, à 40%, ne se marient pas. Ça serait peut-être plutôt juste par le changement de perdre un parent, soit par divorce ou soit par décès. Donc ce n'est pas réellement le divorce qui aurait fait ça. Mais malheureusement, Mme Wallerstein n'a pas inclus un tel groupe d'enfants qui ont perdu un parent à la maison, disons, pour des raisons d'autres que le divorce. Et donc, on ne sait pas vraiment si les données qu'elle a trouvées sont dues vraiment au divorce des parents lorsque ces enfants-là étaient jeunes, ou si c'était simplement dû à un gros changement, que ce soit un divorce, que ce soit un décès ou d'autres choses. Donc, c'est très important d'inclure dans son étude des manières de vérifier si on se trompe, de tester des hypothèses alternatives. Et malheureusement, ici, Mme Wallerstein a manqué une belle chance de le faire. Et donc, son étude, en gros, bien qu'elle a été très populaire, probablement parce qu'elle rentrait un peu dans la croyance des gens que le divorce peut avoir un impact très important chez les enfants sont très fragiles et ainsi de suite, ça rentrait dans ce genre de mentalité-là, mais lorsqu'on regarde l'étude en elle-même, on se rend compte que c'est un bel exemple de science un peu fait n'importe comment, qui malheureusement donne des résultats qui sont un peu n'importe quoi. Néanmoins, elle est quand même à féliciter pour avoir entrepris cette étude-là,
sur une période de 20 ans, ce qui est assez long, ce qui est assez difficile, mais bon, avec une meilleure méthode, ça aurait été rudement plus intéressant et peut-être un peu plus utile. Mais ça donne un bon exemple pour vous, les étudiants, pour comprendre justement l'importance de vraiment bien faire de la recherche, avoir un bon échantillon, avoir des mesures qui sont objectives le plus possible et aussi avoir des conditions qui testent toutes les hypothèses alternatives pour s'assurer qu'on ne se trompe pas et qu'on n'est pas en train de voir exactement ce qu'on a le goût de voir, alors que si on faisait mieux les choses, on verrait qu'on n'a pas raison. Lorsqu'on regarde les études plus récentes qui étaient beaucoup mieux contrôlées, si on veut, que l'étude de Mme Wallerstein, on se rend compte qu'une bonne majorité de ces études-là suggèrent que finalement, il n'y a aucun effet à long terme du divorce chez la plupart des enfants. Alors, je ne veux pas ici donner l'impression que le divorce n'a aucun effet sur personne, mais dans la grande majorité des cas, ça ne cause pas des effets vraiment endommageable à long terme chez les enfants, dans le sens où ces enfants-là sont incapables plus tard de se marier ou sont incapables d'avoir des relations ou des choses comme ça. On ne trouve vraiment pas ça avec les études. Mais quand même, on trouve que parfois, dans certains cas, ça peut avoir un impact, en effet, chez certains individus. Alors, peut-être qu'il y a des individus qui sont plus susceptibles génétiquement à développer certains troubles, si on veut, suite à un stress pendant la jeunesse. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement le divorce, mais ça pourrait être simplement, disons, le changement familial et l'interaction entre ça et une génétique qui est plutôt faible ou qui a tendance à l'anxiété ou qui a tendance à la dépression. Et là, vous mettez ça ensemble et ça peut donner des enfants qui vont devenir des adultes, qui vont avoir plus de problèmes. On ne peut pas dire vraiment que c'est le divorce, c'est plutôt une interaction et c'est même pas certain si c'est le divorce ou si c'est vraiment plutôt juste le fait d'avoir un changement dans la famille, comme pourrait l'être par exemple un père qui, pendant 5 ans, s'en va travailler dans un autre pays parce qu'il est obligé de le faire, ou la mère qui décède, par exemple. Mais ce qu'on se rend compte, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que dans le cas où il y a quand même un impact chez certains individus lorsque le divorce de leurs parents, la taille de cet effet-là, la taille de cet impact-là semble dépendre de la sévérité des conflits entre les parents avant le divorce. Alors, ce qui est nettement intéressant, c'est qu'on se rend compte avec les études que lorsque les parents ont peu de conflits avant le divorce, ça semble avoir, si c'est pour avoir un impact sur l'enfant, ça semble avoir un impact plus négatif. Parce que peut-être ça prend l'enfant un peu par surprise, il n'y avait pas de conflit avant vraiment. Mais lorsque les parents, il y a beaucoup de conflits assez sévères avant le divorce, généralement, le divorce a peu d'impact négatif sur l'enfant, probablement parce que l'enfant voit ça un peu comme un soulagement, c'est la fin des conflits entre les parents. Alors, on doit se demander, dans le fond, est-ce que lorsque le divorce a un impact négatif sur un enfant, est-ce vraiment le fait de se divorcer ou est-ce plutôt justement les conflits, la sévérité des conflits avant le divorce et peut-être même après le divorce, parce que même une fois qu'il y a divorce, des fois les parents continuent à chicaner, là. Donc, en termes de l'effet du divorce sur le développement des enfants, certaines données donc suggèrent que dans certains cas, ça peut avoir un impact, parfois à long terme, chez certains enfants. C'est probablement pas nécessairement dû uniquement au divorce, mais dû plutôt à la sévérité des conflits et peut-être à une interaction entre ça et une génétique chez l'enfant qui est plus prédéterminée à développer des troubles, par exemple. Mais que, en général, chez la plupart des enfants, le divorce n'a pas d'effet vraiment particulièrement négatif à long terme. Ça n'empêche pas les gens de devenir des adultes relativement fonctionnels et complètement normaux. Donc,
On en sait encore trop peu pour pouvoir dire que le divorce est vraiment mauvais pour le développement des enfants. Et l'image jusqu'à maintenant qui se dégage, c'est que en général, c'est pas un énorme problème, mais ça dépend de la sévérité des conflits et ça dépend aussi du type d'enfant dont on parle et d'une genre d'interaction entre l'événement du divorce lui-même et peut-être certains éléments génétiques chez l'enfant, comme par exemple euh, la probabilité accrue à développer un trouble quelconque, par exemple.